rejoindre Aristide Belli, Caroline Bouteloup, Sylvain Courtet, Solène Duprat, Hugues Etienne. Désolée, j'espère que je n'ai pas fait de... on peut les applaudir. Le buffet arrive, le buffet arrive. Installez-vous. Installez-vous. Oui, là. Installez-vous. Moi, je vais rester debout. Il n'y a pas de place particulière. La première d'entre vous qui a des slides, c'est toi. Oui, oui. Alors Franck, sur cette question du positionnement et des apports de l'AICVF et de ses partenaires, par rapport à ce que tu as pu entendre tout à l'heure, qu'est-ce que tu as envie de dire? Quelle est la place de l'AICVF? Comment tu veux que tout le monde travaille? Y a déjà une première réaction à la précédente table ronde qui a été dite. Alors je vais le dire franchement, parce que je connais la diplomatie de mes collègues et je ne le suis beaucoup moins. Il y a réellement, au sein de l'administration française, un manque de reconnaissance de l'excellence et de la portée, et de porter cette voix au niveau de l'administration européenne. Quand on est les meilleurs, il faut le faire savoir. Et on est les meilleurs. On a été le premier pays à intégrer une ACV réglementaire avec des seuils en Europe et au monde. Les Danois l'ont fait avant nous sur certains produits. Les Pays-Bas l'ont fait, mais seulement sur une partie du patrimoine. Que diable, que notre administration nous aide. Ce sont des gens qui sont au service de l'intérêt général. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dire que la France est bien, quoi. Arrêtons d'être faussement humbles. Honnêtement, on a fait un super boulot en 30 ans. Il y a 30-40 ans, on était en retard par rapport à nos collègues américains ou à d'autres collègues en Europe sur le système CVC. Aujourd'hui, le travail est extraordinaire. On a quand même passé 5 réglementations en 30 ans. Enfin, il faut voir d'où on est parti. On était à 300 kWh par an, on est à 50. On est déjà dans les critères DPEB de 2030. Je vous le rappelle, quand on dit on est propre, on est correct dans la DPEB, ça veut dire qu'on est déjà dans les objectifs de 2030. Ça veut dire qu'on a 8 ans d'avance puisqu'on les a mis en œuvre en 2022. Donc je le dis fort et je le répète, soyons fiers de ce qu'on a fait, accélérons, allons plus loin. Les labels, c'est aussi pour préparer post-2030 parce qu'on est en 2025 et dans 5 ans, on fait quoi? Dans 5 ans, on devrait avoir, et nous l'appelons de nos voeux, un nouveau moteur de calcul. C'est indispensable. Le moteur de calcul aujourd'hui est obsolète pour aller plus loin. Il a 25 ans d'âge. On ne peut plus se contenter du moteur de calcul actuel. Le CSTB et la DHUP y travaillent dans le projet Cible et Colibri. Il y a un nouveau moteur de calcul à avoir. En même temps, il nous faut les travaux de CAP 2030 et de l'Alliance HQE et de tous ceux qui travaillent sur le sujet pour avoir une intégration holistique de critères supplémentaires, l'adaptation au changement climatique notamment, de manière à ce qu'on ait une préfiguration de ce que sera la réglementation dans 5 ans. 2030, c'est dans 5 ans. Hein. Donc on fait comme si c'était loin, mais c'est dans 5 ans. Donc c'est 5 ans de travail pour arriver à ça, c'est le minimum. Et je crois qu'il faut bien avoir ces deux temporalités en tête. N'utilisons pas la DPEB pour faire de la surtransposition à 3 francs 6 sous dans des seuils qui vont être poussés par qui ou qu'est-ce. Ça ne sert à rien, on est déjà dedans. Par contre, mettons tous nos efforts pour être prêts à être encore les meilleurs en 2030 et pas se faire rattraper, comme ça a été dit par Christian ce matin. Merci beaucoup. Alors, justement, il y a l'applaudissement, vous avez le droit. Hein, oui. Faut les prendre. Merci. Solène Duprat, vous êtes présidente du comité technique de l'AICVF. Justement, quels sont les apports, les outils de l'AICVF pour aller faciliter justement cette transposition? Puis, je crois qu'il y a des choses à nous raconter sur le comité technique. Oui, entre autres. Alors, je vais compléter et illustrer un peu les propos de Franck par rapport aux apports que l'AICVF peut faire, non seulement dans le cadre de ses travaux institutionnels, mais également dans le cadre des travaux au quotidien des membres. Et c'est pour ça que le comité existe au sein de l'AICVF. Son objectif, vous savez bien, l'objectif de l'AICVF, c'est de contribuer au développement scientifique, technique et technologique, non seulement pour les membres, mais aussi pour le monde du génie climatique et notre métier. C'est contribuer à la maîtrise des ambiances, des climats intérieurs. Je rajouterais même, peut-être, on pourrait rajouter aussi au confort d'usage, se focaliser maintenant beaucoup plus sur l'usager plutôt que sur le bâtiment. Les hommes et les femmes qui vivent dans ces bâtiments, c'est l'objectif. L'objectif de l'AICVF, c'est aussi d'assurer l'information, la formation et le perfectionnement de ses membres. Et enfin, comme on le en témoigne la journée d'aujourd'hui, la soirée d'hier soir et la prochaine qui va arriver, c'est aussi entretenir des relations amicales entre nous tous. C'est le réseau.
Voilà, c'est ça, pour faire que notre métier soit aussi une passion sympathique. Et je rajouterais, Solène, parce que ça me tient beaucoup à cœur, attirer plus de femmes ingénieurs dans nos métiers, parce qu'on a fait une session spécifique il y a 2 ans là-dessus, et vraiment ça me tient beaucoup à cœur. On a un gros travail à faire pour que les femmes ingénieurs rejoignent nos filières. Mon prochain congrès, elles sont 80 au lieu d'être 40, c'est ça, Franck? Je n'ose en rêver. Alors, Solène. Donc l'AICVF, vous le savez, j'ai l'habitude de dire que l'AICVF, on a les pieds sur le terrain, on est bien en lien, en cohérence avec ce que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Et ça marche grâce notamment à nos groupes régionaux, qui sont la proximité quotidienne des membres et de notre métier de tous les jours. Et c'est également, vous l'avez vu, une vision le plus européenne, internationale. On voit également loin. Et de cette manière, les comités qu'on va dire nationaux, que vous voyez tous là, sont le lien, le pont, je dirais même le viaduc entre ces pieds, le terrain, et un peu plus haut en Europe et à l'international. Et donc ces comités au niveau national, on les a listés là, il y a le comité technique, il y a le comité enseignement, le comité international, la revue, et toutes ces personnes-là sont disponibles pour pouvoir œuvrer dans les objectifs de l'AICVF. Je rappelle ici que le comité de la revue édite tous les trimestres, Frédéric me rappellera les périodicités de publication. On publie une revue hyper experte, hyper documentée, avec beaucoup de travail pour améliorer et transmettre les informations techniques qui sont utiles à l'ensemble de ses membres. Mais vous la connaissez tous, cette revue? Bah oui. Quant au comité technique, ces travaux, ils sont de la même manière que ce dont on œuvre au quotidien. Il y a à la fois des objectifs pour être présent pour les comités régionaux, donc être présent pour organiser des colloques, pour alimenter en discussion. On est également présent pour le comité de la revue, puisque le comité technique rédige à chaque numéro un avis d'expert, dont l'objectif est de soit expliquer, vulgariser des réglementations qui sortent, soit ouvrir un débat sur une thématique technique en particulier. Et puis le comité technique, c'est aussi des travaux en lien avec l'administration. Tout le travail dont on vient de vous parler juste avant, le comité technique fait le lien avec ça, avec la DGALN, la DHUP, notre cher ADEME. Et enfin, on travaille également, peut-être certains sont là aujourd'hui, avec l'AQC, la T2E, le CSTB, pour œuvrer aussi et participer dans les travaux d'élaboration de ces futures normes ou on va le voir juste après, différents programmes, cibles, CAP 2030, qui sont des illustrations de la participation de l'AICVF, par exemple. Nous répondons à des appels à projets. Je vais vous en montrer certains juste après. Et enfin, nous suivons les consultations publiques et rédigeons en conséquence, lorsqu'on se sent concerné et lorsque nous avons un message à faire passer, nous rédigeons des position papers, seuls ou avec des associations consoeurs telles que le CINOV, le Syntec et autres. Ou le caustique qui est dans la salle. Oui, ça arrive également. Et enfin, nous réalisons donc des échanges avec ces associations consoeurs. Donc en 2025, on s'était fixé comme objectif d'une part de prolonger les travaux que nous avons initiés en 2023, voire avant. Par exemple, la boîte à outils Profil, je vais vous en parler juste après. Très rapidement. Oui, je me dépêche. CAP 2030, nous avons des membres dans, pas tous, mais presque les 10 groupes de travail. Nous continuons à échanger avec le CSTB pour cible. Le gros travail de l'année est donc le travail collaboratif avec le comité international pour accompagner la filière sur la transposition de la DPEB. Et nous cherchons, donc c'est un appel, à renforcer notre comité technique. Comme vous le savez, on est une vingtaine. Comme vous le savez, on est tous bénévoles, donc on a aussi besoin de vos différentes expertises. D'une part, votre temps, mais aussi votre expertise pour rendre le comité encore plus, je dirais, visible et performant sur l'ensemble des thématiques que compte l'AICVF. Et comment on fait pour intégrer le comité? Alors, on postule, on se connaît, alors soit on se connaît, soit on ne se connaît pas, mais bien sûr, alors on a mis en œuvre des petits CV. On vous demande un peu votre pédigré pour savoir en quoi vous pouvez œuvrer d'une manière pertinente au sein du comité, au sein de l'association. Donc vous allez voir Solène à la pause déjeuner aussi, ça peut être très très efficace. C'est ça, hein? Ouais, je passe les entretiens, on va voir la RH. Bon, alors pour être beaucoup plus concret, des outils qui sont à disposition ou qui vont le devenir,
Ce sont vraiment des outils du quotidien pour les membres. On n'est pas peu fiers d'avoir été un des réalisateurs de la mallette de formation RE 2020. Tout le monde connaît la mallette RE 2020. Il y a quelques hochements de tête. Il n'y a pas, y a pas un engouement. Ceux qui vous ne pouvez pas le dire en public. Si vous ne la connaissez pas, allez-y. C'est un outil très, très pertinent pour tout ce qui est RE 2020. Ouais, ça a été un gros travail parce que c'est à la fois, ça vulgarise à la fois la réglementation, mais à la fois ça l'enrichit très fortement sur des notions techniques. Et je salue toute l'équipe qui a réalisé ce travail-là. On a aussi des outils guides qui font foi et qui sont peut-être un petit peu moins connus que la mallette RE 2020 dont vous voyez le visuel. Je pense par exemple au guide des BET, au DPGF type, qui sont des vrais outils du quotidien pour les applicateurs des calculs carbone. Et ce qui va sortir bientôt, ce sont tous les travaux réalisés avec Profil, parce que quand on pense décarbonisation, eh bien, on peut aussi se dire qu'il y a des outils de massification qui peuvent aider à la réalisation des économies d'énergie et de la baisse de l'empreinte carbone qui s'ensuit derrière. Et donc, le comité technique a réalisé 2 groupes de travail et a été missionné pour la réalisation de 2 boîtes à outils de massification. D'une part, les contrats de performance énergétique pour les rendre plus accessibles non seulement aux bureaux d'études, aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises, et également les boîtes à outils de massification du commissionnement, qui est une démarche qualité qui est encore très peu connue, mal connue et qui mérite énormément d'être prise en main par l'ensemble des acteurs. Il nous reste un quart d'heure et donc on va passer la parole à Uniclimat. Je n'avais pas prévu dans ce sens-là, mais on va s'adapter. Alors, Hugues Entienne. Je l'ai Entienne. Ouais, Hugues. Voilà, Hugues, c'est beaucoup plus... Responsable communication et du salon Interclimat chez Uniclimat. Voilà, alors, exactement. par rapport à tout ce qui a été évoqué par la ICVF et par cette directive qui arrive, merci de présenter Uniclimat et comment Uniclimat se positionne face à tout ça. Alors oui, j'avais prévu quelques slides, mais vous les avez reçus, c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, on va très peu s'en on va servir. aller très On très les a reçus, rapidement. les slides Oui, mais on s'est... Oui, On c'est va très peu Francis. s'en servir. Donc je situe Uniclimat pour tout le monde. Uniclimat regroupe les fabricants de matériel, chauffage, ventilation, climatisation, et j'en oublie certainement. On représente 92 marques, 69 sociétés, donc on a quand même 87 usines en France. 23 500 emplois, pardon. Oui, on a le truc là, ça m'évitera de me casser le cou. Voilà. On est très pour, technique. pour que tout le monde ait un peu les informations. En général, on n'a pas les slides, mais sinon ça marche. Uniclimat. Alors, par rapport à la directive et à l'approche carbone, on peut dire 3 choses. Pour résumer, parce qu'en fait, on y travaille au quotidien déjà depuis très longtemps. Alors, je vais passer vite sur 2 sujets. Le premier, c'est intégrer chez les industriels cette notion, l'efficacité énergétique, on l'avait depuis longtemps. La vision carbone, on l'a maintenant depuis aussi un petit moment, et j'y reviendrai. Les industriels continuent à innover. Donc voilà, c'est au quotidien et on fait de la décarbonation sans oublier l'efficacité énergétique, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc on doit rester au même niveau. Mais les deux vont ensemble. On a bien vu qu'il fallait les deux, en fait. C'est parfois un peu compliqué d'avoir les deux, mais on s'y efforce. Et donc nous, on suit une trajectoire qui consiste à laisser la palette des technologies la plus ouverte possible dès lors qu'on se dirige vers des solutions qui sont décarbonées ou en voie d'être décarbonées. Nous, on ne fournit pas l'énergie, on fournit les équipements, les technologies. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on a parlé ce matin, et j'avais un peu oublié ça, à vrai dire, quand on en a préparé un petit peu, mais c'est les fluides frigorigènes. Ça reste un gros sujet, vous êtes tous bien au courant de ce qui se passe sur les fluides frigorigènes. Bon, il y a quand même eu une démarche qui était volontaire à la base en France. Donc là aussi, on est plutôt bon en France, et c'est pas mal de le savoir et de le mettre en avant. On est plutôt bon dans ce domaine-là en France. Au départ, dès 1992, on avait des problèmes avec la couche d'ozone, donc protocole de Montréal et tout le bazar. Fluide, on a changé de technologie, on est passé des CFC au HCFC, ensuite au HFC. Maintenant, on est encore en train de migrer sur une autre technologie. Donc des mutations, on en a fait. Et au début de l'année, on avait une petite conférence de presse. On s'est amusé à regarder en combien de temps, par exemple, on avait muté sur les dernières technologies. Les pompes à chaleur RR. En 5 ans, on a éliminé les fluides à fort potentiel de réchauffement planétaire, à fort PRP. En 5 ans, on les a éliminés. Sur les packs RO, c'est un peu plus lent, mais là, il ne reste plus que 21% des matériels vendus qui contiennent des PRP, et on voit qu'émergent des
c'est 7% de pompes à chaleur RO qui utilisent des fluides à faible PRP. Alors là, on est très bon. Puis il y a entre deux, et voilà, ça évolue et ça évolue dans le bon sens. Et ça, il y a vraiment une approche volontaire de la part des industriels. Et puis je vais revenir plus sur l'approche carbone. Alors là, du coup, c'est la mise à disposition des données environnementales. C'est un gros sujet pour les industriels. C'est pas facile, mais là aussi, Uniclimat a une approche volontaire, puisque 2015, c'est en 2015 qu'elle a commencé à s'intéresser à ce sujet. Membre fondateur de PEP EcoPassport. PEP EcoPassport qui regroupe un peu tous les PEP des équipements, mais pas que. Et puis qui alimente la base INIES dont on a besoin pour la RE 2020. Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, si je dis des bêtises, il faut me le dire. Non, c'est parfait. Voilà. Et dans ce cadre-là, voilà, il y a une démarche volontaire avec première échéance de la RE 2020, c'était le résidentiel. Donc voilà, on a commencé par le résidentiel. C'est un gros travail à chaque fois, il faut le savoir. C'est développer un PEP. Alors il y a des PEP collectifs, il y a des PEP individuels. Les PEP individuels, c'est plutôt du ressort des fabricants eux-mêmes. Nous, on accompagne le fait qu'on dispose des données pour pouvoir appliquer cette réglementation. Donc on a commencé par des PEP collectifs faits chez Uniclimat. D'abord résidentiel, et puis là maintenant, on arrive sur le collectif et le tertiaire. Et j'ai pris quelques notes quand même pour ne pas vous donner des chiffres trop faux, hein, tant qu'à faire. Mais voilà, depuis 2002, il y a dans le lot CVC plus 88% de données PEP qui ont été mises à disposition. Donc c'est quand même un bel effort. Et si on regarde le détail, aujourd'hui, il y a 766 données environnementales pour le lot CVC qui sont en ligne sur la base PEP EcoPassport et donc la base INIES également. Hein. Sur ces 766, il y a 470 PEP individuels, donc les fabricants ont quand même bien enclenché le mouvement. Et puis il y a 16 PEP collectifs hein, qui ont leur utilité, qui avaient une utilité qui était pour amorcer un petit peu la démarche. Et puis qui continue à avoir une utilité, notamment dans le cadre de l'étude des projets, d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà. Donc finalement, cette directive, vous y êtes, vous allez la suivre. Oui, on continue à développer des PEP. Donc cette année, l'année dernière, je suis en train de rédiger le bilan d'Uniclimat, donc les chiffres, je les ai, mais on a rajouté un PEP collectif sur la PAC au propane de forte puissance, un PEP sur les chaudières biomasse de moins de 70 kW, et puis il y en a un autre sur la PAC hybride en individuel qui va sortir. Sont sur votre site. Alors, on a une base Uniclimat parce que le service qu'on propose à nos adhérents, c'est de ne pas se perdre. Parce qu'on pourrait faire des déclarations environnementales à l'infini, ça coûte très très cher, ça prend beaucoup de temps. Donc on leur propose de centraliser ça sur une base de données qui est chez nous. On vérifie les données, on les transmet à PEP EcoPassport qui elle-même les transmet. Voilà la mécanique hein, pour faire un peu court. Merci beaucoup, alors, Hugues. Il y a peut-être un enjeu quand même. Alors, vraiment très rapidement. Ou alors, vous me poserez la question tout à l'heure. Non, parce qu'on n'aura pas le temps. Alors l'enjeu, je me pose la question. Je me pose la question. Là, il y a un enjeu européen à faire reconnaître l'avance française, en fait. Hein. Il se trouve qu'il y a 2 normes d'ACV. Donc, nous, on a choisi pour les équipements une norme qui intègre les consommations énergétiques pendant l'usage, hein, parce que c'est là qu'il y a le plus fort impact, en fait. Et il se trouve qu'il y a une tendance européenne qui dit finalement l'approche qui consiste qui était valable pour l'autre norme, pour les matériaux plutôt inertes, hein, plutôt de construction, mais genre parpaing, la maçonnerie, etc., voilà, qui eux ne consomment pas d'énergie pendant la durée d'usage. Elle va très bien pour tout le reste. Donc nous, on n'est pas trop d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, l'enjeu, ce serait que maintenant que la directive arrive et que les autres pays vont entrer dans une démarche de type RE 2020, et vont avoir des obligations carbone, ça serait bien qu'on ne réinvente pas l'eau chaude. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, exactement. Le risque, Hugues, c'est que notre base INIES PEP finisse comme le Minitel. Oui, c'est ça le risque. Donc, on a des forces, on a choisi une option, on a choisi une option qui était cohérente, et il faut la défendre au niveau européen maintenant. Voilà, ça c'est l'enjeu. Et j'arrêterai là. Donc, faire remonter. Merci beaucoup, Hugues. Bien mené, bien mené. Caroline Bouteloup, vous êtes responsable de la division rénovation à la direction énergie-environnement du CSTB. Nous vous avons cité tout à l'heure. Il y a un deuxième micro sur la table. La Zapette, il n'y a pas de présentation. Non. Mais on peut revenir en arrière pour avoir la pagination avec tout le monde.
Alors, Caroline, en quelques mots, le CSTB, et quelle est la place du CSTB par rapport à cette directive et par rapport aux travaux avec les acteurs? Oui, donc quelques mots pour reparler des activités du CSTB. Nous sommes souvent connus pour l'activité d'évaluation et de certification. Vous coûtez cher. Hein. Ok, je m'attendais. C'est moi qui l'ai dit, c'est l'animatrice, j'ai le droit. Je m'attendais à me prendre des taquets, mais peut-être pas aussi vite, et peut-être pas celui-là en premier. C'est dit, comme ça on est débarrassé, Caroline. Très bien, très bien. Mais je suis complètement ouverte à ce qu'on discute de notre bordereau. Je vous expliquerai ce qu'il y a derrière pour vous aider à comprendre. Mais notamment, les activités d'évaluation coûtent cher parce que ça demande des moyens d'essai assez limites niveau installation industrielle. Voilà, c'est une des explications. Donc, évaluation, certification des produits, des systèmes techniques et aussi des ouvrages. Une activité de diffusion de la connaissance, donc des formations, des guides techniques. Et aussi des activités parfois un peu moins connues de recherche, de développement et d'expertise et de conseil. Donc là, on se place soit en amont de la conception des projets pour susciter l'innovation, ou en aval comme tiers de confiance pour accompagner sur le terrain les maîtres d'ouvrage, les industriels, les startups, les collectivités pour déployer et sécuriser ces innovations. Et donc par rapport à l'EPBD, c'est le moment où je suis à la fois ravie et un peu embêtée. C'est que j'avais noté plein de choses à dire. Tout a déjà été dit. Voilà. On avait d'excellents intervenants. Hein. Voilà, donc c'est chouette, c'est qu'on est tous alignés. Et Marjolaine en a parlé tout à l'heure. C'est important qu'on soit alignés pour avancer bien tous dans le même sens et au bon rythme. Mais bon, du coup, je suis un petit peu Mais quel serait le embêtée. message, finalement, que vous souhaiteriez faire passer aux professionnels dans la salle? Non, mais du coup, je voulais réagir sur quelques mots comme ça qui sont revenus et qui m'ont marqué. Le mot « accélérer », je pense que là, on est tous d'accord. C'est pas le moment de marquer un temps d'arrêt, même si on l'a partagé. Nous sommes plutôt bien positionnés et en avance, mais justement, profitons-en et accélérons le mouvement. Le mot « concertation ». Et je trouve que le CAP 2030, le projet cible et aussi la feuille de route décarbonation à laquelle nous avons contribué aux côtés du plan bâtiment durable, ce sont deux exemples qui montrent que la filière sait se concerter et que quand on met tout le monde autour de la table, il en sort, alors parfois ça frotte un peu, hein, c'est sûr, mais il en sort des choses très positives et extrêmement structurantes pour la filière. Et puis le mot rénovation, ça a été partagé. Sur le neuf, avec la RE 2020, on est relativement serein. Sur la rénovation, il y a encore du travail. Donc on peut améliorer le DPE, qui est beaucoup critiqué, mais qui a quand même le mérite d'exister. Le décret éco-énergie tertiaire, il va falloir aussi passer à la vitesse supérieure. Un DPE tertiaire, notamment, c'est ce qui nous attend pour la fin de l'année ou début d'année prochaine. La qualité de l'air aussi. Et intégrer d'autres problématiques, évidemment, dans les moteurs de calcul rénaux, comme la qualité de l'air. Voilà, mais ça, c'est aussi les travaux de CAP 2030. Et j'ai bien noté aussi le point de Christian Cardonnel qui nous invitait à faire plus de place aux innovations et être plus souple dans les moteurs de calcul, et je partage. En plus, c'est une innovation que vous pouvez accompagner, alors voilà, vous partagez d'autant plus. Merci beaucoup, Caroline, pour cette intervention efficace. Sylvain Courtet, vous êtes président d'Eurovent Certita Certification. Est-ce que vous pouvez vous présenter la structure rapidement? Et même chose que Caroline, alors cette directive, comment ça se passe? Quel est le point de vue, le senti de votre structure? Et combien de minutes à peu près? Allez, moins 10? Non, je plaisante. Allez-y, prenez le temps, je vous arrêterai. Donc oui, je représente Eurovent Certita Certification. Donc je vais être assez court. On a un stand ici, donc je vous invite à venir nous rejoindre. On est l'organisme indépendant européen pour certifier de manière volontaire les matériels de génie climatique. Donc on couvre l'ensemble des produits, des matériels, des centrales de traitement d'air, aux packs, aux filtres, aux chillers, etc. Donc nous, on est impliqués par rapport à cette réglementation EPBD et l'ART en France depuis 2005, puisque depuis 2005, nos performances certifiées sont prises en compte et fournissent un bonus pour les projets. Et donc, notre activité de réduction des risques, finalement, est reconnue dans l'ART. Donc
nous, notre objectif, c'est vraiment de faciliter aux décideurs, aux prescripteurs, le choix de matériel qui potentiellement peuvent être plus coûteux, mais parce qu'ils sont plus performants. Et donc, notre objectif, c'est de réduire les risques. On a parlé tout à l'heure de l'investissement, ce problème de raisonnement coût initial, coût global. Notre rôle, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on peut réduire le coût initial d'investissement ou la perception de l'investissement en réduisant les risques. Et nous, on est là pour justement réduire les risques et donner confiance aux acteurs. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte ça. Et on est prêt donc à aider tous les acteurs et toutes les filières à aller dans ce sens. Moi, vraiment le constat important qu'on fait, puisqu'on a une vision globale européenne, on couvre 74% du marché européen en termes de certification, donc on voit les performances des produits, et donc on voit qu'il existe aujourd'hui des systèmes, des technologies qui sont efficaces, performantes, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue acoustique, d'un point de vue de qualité de l'intérieur. Donc les systèmes existent. Le problème, c'est pourquoi on n'est pas sur de la massification de ces systèmes. Donc on revient à ces histoires de coûts initiaux, d'investissement. Et donc il faut vraiment qu'on arrive à convaincre les gens, voilà, de faire ces investissements et finalement d'accepter qu'il y a moins de risques finalement avec des matériels certifiés. Il y a aussi un autre enjeu qui est pour massifier ces matériaux efficaces, c'est aussi le besoin d'avoir finalement des professionnels formés et compétents. Donc là, aujourd'hui, à l'ICVF, on a cette compétence qui existe, mais on a l'impression qu'il faudrait vraiment la démultiplier pour pouvoir massifier ces équipements efficaces. Et donc, on a besoin de formation. Donc, l'ICVF y contribue. C'est la formation initiale, c'est la formation continue. Mais il faut vraiment mettre des moyens, de l'investissement là-dessus. Et derrière, il y a aussi un enjeu, et peut-être une année de pourquoi on n'a pas forcément ces gens formés, c'est le problème de l'attractivité. Notre filière, voilà, le métier. Notre métier doit être plus attractif. Et là, voilà, on parle de PBD, de règlement, etc. Sur le papier, on peut être parfait, mais si derrière, on n'a pas les femmes, d'abord les femmes et les hommes, pour créer ces projets, c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Et donc aujourd'hui, moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à communiquer sur l'intérêt. Ce sont des métiers locaux, ce sont des métiers techniques, ce sont des métiers qui ont un impact, un enjeu sociétal, environnemental. Donc, on a tous les ingrédients pour pouvoir convaincre les jeunes et les étudiants, les jeunes professionnels, pour venir chez nous. Mais derrière, il faut être aussi réaliste. On a besoin de gens passionnés, mais on a besoin aussi de gens qui puissent vivre de ce métier. Et pour être honnête, je pense qu'on a besoin d'avoir des métiers qui soient mieux rémunérés, tout simplement, dans toutes les filières, que ce soit chez les industriels, chez les installateurs, chez les concepteurs, les ingénieurs, etc. On a besoin de démontrer à tout le monde que oui, ces métiers-là contribuent à la valeur ajoutée de notre pays et donc doivent être mieux rémunérés d'une manière générale. Merci beaucoup pour ce message qui est très clair. Je pense que vous en convenez tous dans la salle. Franck, une remarque. Oui, c'était juste pour ajouter un mot. On remercie Aurore Sartita d'être notre partenaire pour le prix et le concours qui est organisé chaque année en France, le Bac plus 2 plus 3, et puis aussi le partenariat au niveau européen, parce que j'ai cité la troisième place de Mathilde la semaine dernière au concours européen. Et on ne l'a peut-être pas dit, mais Francis Allard et François Cogan, qui pilotent notre comité éducation, sont aussi très impliqués avec les enseignants, hein, François, qui sont là, les enseignants des différentes filières. Et c'est un sujet qu'on évoque quasiment à chaque réunion, comment donner une plus grande attractivité à nos filières qui sont en perte de visibilité, qui ont moins de personnes qui viennent, alors que ça peut être un métier rémunérateur, comme tu dis, Sylvain. Donc François, tu as le bâton de maréchal pour aller plus loin.
Merci Franck. Et pour poursuivre, Aristide Belli, pilote du programme Oscar pour la T2E. Vous avez de nombreuses casquettes, je n'ai cité que celle-ci. Hein. Vous êtes OK? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis là au nom de la T2E, qui est une association technique énergie-environnement. Et j'ai la chance de diriger le programme Oscar. Donc, c'est encore un acronyme aussi. C'est optimisation et simplification des C2E pour les artisans de la rénovation. Alors, ça paraît complexe comme ça. Oui, parce que on a de raisons d'être sur ce programme, uniquement parce que les entreprises de la CAPEB, de la FFB, des distributeurs ont trouvé les aides à la rénovation complexes. Et donc, il faut pouvoir les expliquer et les simplifier. C'est le S d'Oscar. Donc, on existe parce que des aides publiques ont été créées, mais un peu trop complexes. Donc, c'est assez compliqué pour nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura résolu le job, on n'aura plus besoin de nous. On pourra arrêter de travailler. Alors, il y aura autre chose. Oui, il y aura autre chose, Oui. toujours, il y a toujours autre chose, ça ne s'arrête jamais. Alors, je voulais aussi positionner ces aides à la rénovation parce qu'on parle de l'EPBD et c'est vrai que ces aides à la rénovation, elles ne sont pas là pour répondre aux exigences réglementaires de la RT dans l'existant. Je suis plutôt focus réglementation existante là, répondre aux exigences de la réglementation dans l'existant ou à l'éco-design, mais bien d'aller au-delà de la réglementation. Et ça, c'est un point intéressant, c'est-à-dire que les politiques publiques d'aide à la rénovation sont là pour aller au-delà de la réglementation. Il ne faut juste pas oublier ce point-là. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas là pour financer en totalité juste des rénovations. Donc, ces politiques donnent un cap, c'est le terme à utiliser, je pense, à La Rochelle, c'est-à-dire on va dans une direction, et c'est vrai que c'est important de pouvoir continuer à avoir ces aides et d'accompagner une filière complète. Et à la ICVF, c'est vraiment génial, parce qu'on représente l'ensemble d'une filière de la ventilation, du génie climatique et du chauffage, avec, ça va effectivement de la formation initiale et continue, des industriels, des énergéticiens, de l'ingénierie, de la mise en œuvre et de la maintenance. Donc derrière, on a l'ensemble de la filière et des organismes de certification. Et dans cette association, c'est pour cette raison aussi qu'on a quand même un certain poids et un certain pouvoir d'influence sur l'ensemble de la filière, parce que l'intérêt est de porter une filière complète. Et donc, cette filière, il ne faut pas avoir des politiques publiques qui soient uniquement sur un produit, on l'a vu avec la pompe à chaleur par exemple, mais bien de penser ensemble de la filière, formation, jusqu'à la maintenance et avoir je ferai exprès, des cartes électroniques dans les réseaux de négoce quand on aura des problèmes de fluctuation sur le réseau électrique avec de la casse en plein hiver. Il faut avoir une chaîne complète et c'est ça l'intérêt de la SCVF, de pouvoir accompagner une filière complète. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Alors Franck, pour clôturer ce moment, est-ce que tu as des messages à faire passer? Est-ce que tu as des réponses à faire par rapport à ce qui a été dit? J'ai pas de slides, je les ai envoyés. Non, j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais encore une fois, je crois que nos intervenants ici l'ont dit, la table ronde précédente également. Il y a un alignement très fort que l'on trouve pas forcément dans tous les pays. Je suis, comme vous le savez peut-être également, au sein de la Fédération des promoteurs immobiliers. Nous avions en début de semaine notre réunion avec les promoteurs européens. Je peux vous dire que cet alignement-là, vous ne l'avez pas dans tous les pays aujourd'hui. Et profitons-en. On a un gros travail, encore une fois, à faire au niveau communication externe cette fois-ci. Je pense que ça va être notre mission pour les 3 prochaines années avec l'association, c'est de faire savoir l'excellence de nos filières, le faire savoir auprès de l'administration, des politiques, de nos concitoyens, qu'ils ont l'avantage d'avoir une filière qui est à niveau. On doit compenser, tu l'as dit Aristide, et c'est un gros boulot, le problème d'attractivité de main-d'œuvre à tous les niveaux. Ça, c'est très clair. Mais je dirais que capitalisons sur ce que nous sommes, soyons fiers. C'est pas un peu, c'est pas plutôt, c'est pas à peu près. Non, on est super bon. Moi, je vais changer complètement le langage. On a tendance à être trop humble, je pense. Et donc, il faut y aller à fond, à l'américaine. So, go to the American way, c'est ça? On est les meilleurs. We are the best. Donc, non, plaisanterie mise à part, voilà. Je crois vraiment qu'on reste encore sur la queue de la comète du fait que la France, il y a 30 ans, était vraiment en retard. Et c'est plus du tout le cas, et c'est vraiment l'inverse.
Donc ce message-là, pour moi, est extrêmement important. Et si on parle DPEB, éco-design, énergie, directive et efficacité énergétique, parce qu'on a parlé de la DPEB beaucoup, mais il y en a 8 autres derrière qui suivent au même moment. Sur éco-design, sur les passeports digitaux de produits de construction, les fiches environnementales, etc. Donc on pourrait passer la journée à vous expliquer les 9 directives qui vont nous tomber dessus dans les 18 mois qui viennent en transposition. On a un moment extraordinaire pour prendre la main, montrer notre capacité à faire, le faire savoir. Je profite aussi de la présence de notre président européen pour la coopération européenne, c'est-à-dire vraiment utiliser cela à plein régime. Et encore une fois, je ne peux que constater l'affluence d'aujourd'hui, vous remercier de votre présence, de votre engagement au sein de l'association. Merci à vous, 1000 fois, et merci de votre engagement au sein de l'association. Merci beaucoup.